Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que j'oserais qualifier de foisonnant. Et j'ai nommé le microbiote, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de flore intestinale. Le mot microbiote est composé de micro pour petit, de bio pour vivant et du suffixe ot pour habitant. On parle évidemment des minuscules organismes qui peuplent certaines zones de notre corps, comme la bouche, les poumons, la peau, mais surtout l'intestin. Parlant de l'intestin, il est parfois surnommé affectueusement le deuxième cerveau. Le terme plus scientifique est système nerveux entérique. Est-ce que ça signifie que nos gut feelings sont plus que des intuitions? Comment s'articulent santé intestinale et santé cognitive? Quelle stratégie mettre en place pour garder son intestin content? Les questions ne manquent pas. Son livre « La santé par l'intestin, 21 jours de menu » est une référence pour prendre soin de nous, en commençant par ce qu'on a dans le ventre. Je reçois la nutritionniste et communicatrice scientifique Stéphanie Côté. Je m'appelle Sylvie Bernier. Bienvenue à La Force de l'âge. Bonne écoute. Saviez-vous que de petits gestes au quotidien peuvent améliorer votre vitalité d'esprit? Peu importe votre âge. Rester actif, apprendre de nouvelles choses, bien manger et avoir des interactions sociales satisfaisantes sont quelques-unes des stratégies partagées ici pour être heureux et en santé. La science, la santé globale et les rencontres humaines sont au cœur du balado de Lucie Lab, La Force de l'âge, animé par la championne olympique Sylvie Bernier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie. Alors, mon livre de chevet en fin de semaine est le tien. Oui. Et j'ai été fascinée de lire le chiffre 100 millions. 100 000 milliards. 100 000 milliards. Écoute, c'est même un chiffre que c'est tellement gros, étourdissant. Oui. 100 000 milliards microbes ou micro-organismes qui composent notre microbiote. Mais quand on parle de bactéries, ça peut faire peur. Est-ce qu'on devrait avoir peur? Non, ces 100 000 milliards de bactéries, pour la plupart, sont nos amis. Et comme tu l'as si bien dit en introduction, microbiote, c'est pour petit et vie. Moi, j'aime bien parler de la petite vie. La petite vie qui nous habite et la petite vie aussi un peu en référence à l'émission qu'on connaît tous au Québec, La Petite Vie, qui a été un phénomène marquant télévisuel. Mais là, on parle de la petite vie en dedans de nous, qui est aussi un phénomène marquant en santé depuis plusieurs années. Ça influence, ça révolutionne notre façon de voir la santé. Alors, les 100 000 milliards de bactéries ou de virus ou de autres micro-organismes qu'on a en dedans de nous, pour la plupart, sont nos amis. Et c'est sûr que les bactéries ont, pour certaines, mauvaise réputation parce que ça peut causer des infections, des maladies, des petites, des plus grosses. Mais là, on va parler de celles qui sont gentilles avec nous. Alors, Stéphanie, je pense que tu es la meilleure personne pour nous donner un petit cours 101. Qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote intestinal, parce que là, aujourd'hui, on parle vraiment de celui-là. Donc, c'est 100 000 milliards de bactéries qui se retrouvent en dedans de nous. Des bactéries, des virus, des champignons qui sont pas là juste pour profiter du gîte et du couvert. Ils sont là vraiment en interaction avec nous. Nos bactéries, je vais surtout parler de bactéries parce que pour la plupart, ce sont des bactéries, sont en interaction avec tous les organes de notre corps, avec avec notre cœur, avec nos poumons. Ils passent des messages par la circulation sanguine, par le système nerveux. C'est en lien beaucoup avec notre tête aussi. C'est pour ça qu'on appelle le microbiote notre deuxième cerveau. Et les bactéries remplissent plein de rôles. Elles vont, entre autres, nous aider à digérer certains aliments en produisant des sucs gastriques. Elles vont nous aider à synthétiser des vitamines. Elles vont aussi produire des hormones ou des neurotransmetteurs qui influencent notre humeur, notre bien-être, nos comportements, nos envies aussi. Donc, on voit déjà le lien avec le cerveau. Absolument. Oh oui, c'est phénoménal ce qui se passe entre les intestins et le cerveau. Chaque jour, si on se sent bien dans notre peau, si on a de l'énergie, si on se sent zen versus si on se sent stressé ou un peu plus à fleur de peau, notre intestin, les microbes dans notre intestin ont à voir là-dedans. Donc, juste le gut feeling où quelqu'un, on dit, il y a le cœur au ventre. Donc, cette énergie-là, ça vient de là. Mais entre autres, oui. Puis au début, avec ces expressions-là, on ne le savait pas nécessairement, mais quand on prend du recul puis qu'on se rend compte à quel point toutes nos émotions nous passent par le ventre, quand on a une boule au ventre, quand on a des papillons, quand on a l'estomac noué, c'est parce que nos émotions se répercutent sur notre intestin et
en retour, ce qui se passe dans notre intestin va aussi influencer notre santé psychologique, notre santé cognitive également. Donc, c'est vraiment fascinant ce qui se passe de la tête aux pieds. C'est une science qui est vraiment quand même très jeune. Je me souviens, au début des années 2010, on commençait à en parler. Tu as écrit ton livre, tu as déjà une deuxième version. Oui. Donc, il y a beaucoup de science et de recherche parce que c'est révolutionnaire. Oui, absolument. Au début, quand on s'intéressait à ça, on se rendait compte que les bactéries ne sont pas là pour rien. Il y a sûrement quelque chose qui se passe avec tous les aspects de notre santé et les chercheurs se sont vraiment rendus compte que le microbiote a un lien avec tous les aspects de notre santé, avec toutes les maladies. On se rend compte que les maladies sont souvent en lien avec un déséquilibre du microbiote. Et là, on se demande, est-ce que c'est la maladie qui cause un déséquilibre dans le microbiote ou c'est le déséquilibre du microbiote qui cause la maladie? Donc, c'est la poule ou l'œuf. C'est la poule ou l'œuf, mais probablement un peu des deux. Quelque chose qui s'entretient mutuellement. Et on se rend compte que le microbiote intestinal, c'est un petit peu un morceau de casse-tête qu'on a trouvé. On ne savait pas qu'il existait, mais là, on se rend compte que c'est un morceau de casse-tête qui vient résoudre bien des mystères, ou du moins qui peut aider à résoudre bien des mystères du point de vue de la santé. Stéphanie Côté, vous nous parlez d'un microbiote déséquilibré, mais qu'est-ce qu'un microbiote équilibré? Oui, très bonne question. Je résumerais ça en disant qu'il y a 2 mots qu'on doit retenir pour un microbiote équilibré. Premièrement, la diversité et deuxièmement, le nombre. Quand je parle de diversité, c'est vraiment la variété des types de bactéries ou des types de micro-organismes qui se retrouvent dans notre intestin. Parce que toutes les bactéries, tous les virus ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme la population humaine. On est tous différents les uns des autres, avec tous des capacités, des aptitudes différentes. Dans une équipe olympique, par exemple, on a plein d'athlètes qui font partie de l'équipe, mais on a des plongeurs, on a des nageurs, on a des coureurs de fond, on a des coureurs sprinteurs qui ont tous des habiletés différentes et qui font la force d'une équipe. Par exemple, pour un pays. La même chose pour une équipe de hockey ou une entreprise. On a toujours besoin de talents variés dans une équipe pour en faire la force. Donc, un microbiote équilibré, c'est quand on a des bactéries ou des virus assez variés qui vont se compléter les uns les autres, faire un travail d'équipe, puis avoir des forces qui se complètent vraiment entre eux. Donc, ça, c'est le premier point, la variété. Et qu'est-ce qu'on entend par... Ça, j'ai tout pris ça dans ton livre. C'est vraiment une bible sur le microbiote. Le microbiote qui est résilient ou le microbiote qui est résistant? Oui. En fait, le microbiote, il y a une base qui s'installe assez tôt dans notre vie, avec une population de microbes qui va se stabiliser dans la petite enfance. Dans les 3 premières années de la vie, à peu près, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les microbes se diversifient. Le nombre grandit aussi parce que ça fait partie, c'est un mot important là, pour l'équilibre. On veut beaucoup de bactéries pour assurer de remplir toutes les fonctions. Et la résistance ou la résilience, ça réfère au fait qu'on peut quand même moduler notre microbiote. Avec le temps, tout n'est pas joué, tout n'est pas figé comme ça dans le ciment. On peut encore influencer les populations bactériennes qui vivent dans notre intestin. Donc, c'est en ce sens-là où il y a vraiment une modulation qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qui peut influencer le microbiote? Plein de choses. Pour savoir ce qui peut l'influencer, j'aimerais juste raconter un petit peu l'histoire de la fabrication, on va dire, du microbiote parce que ça commence, comme je le disais, dès la tendre enfance. Un enfant qui naît par voie vaginale versus césarienne n'est pas exposé aux mêmes microbes dans sa vie. Il y a la peau de la maman qui va le coller, qui va le prendre dans ses bras. Il y a le bisou qu'il va recevoir. Il y a peut-être aussi un animal domestique à la maison. Il y a les jouets qui vont se mettre dans la bouche, peut-être même le sable au parc. Donc, tout ce qui rentre en contact avec le bébé durant sa tendre enfance va amener des bactéries, va lui faire manger des bactéries et ça va aider à peupler son microbiote intestinal. Et c'est pour ça que les années de la petite enfance sont si importantes. Mais nos contacts qu'on continue à avoir en grandissant, en vieillissant, continuent aussi à nous amener des contacts avec des bactéries. Et c'est super important, cette diversité-là, parce que ça permet à notre corps de reconnaître que toutes les bactéries ne sont pas des ennemis, de s'en faire des amis, d'amener vraiment une population diversifiée à l'intérieur de notre intestin. Alors, qu'est-ce qui influence notre microbiote? Il y a
l'air qu'on respire, il y a les aliments que l'on mange, il y a aussi le fait de tout nettoyer ou des fois d'en laisser passer. Donc, c'est mieux d'en laisser passer. C'est mieux d'en laisser passer. On vit dans un monde qui est de plus en plus aseptisé. Oui. Donc, je regarde les tout petits, tu parles des animaux. Oui. Et ça m'a vraiment frappé il y a plusieurs années quand ça a sorti, de laisser en contact un animal proche d'un enfant a un impact sur sa vie, sur son microbiote. Oui, parce que ces contacts-là vont vraiment aider l'enfant à former, entre autres, son système immunitaire. Donc, c'est super important. Si un enfant grandit dans une famille où il y a plusieurs autres enfants, il va aussi avoir des contacts qui vont être variés. On vient de passer à travers quelques années de COVID où on parlait de s'isoler, on portait des masques, c'était le Purel à côté. On a été privés de beaucoup de microbes. Oui, on voulait se priver des microbes qui étaient néfastes, mais en se faisant, on s'est aussi privé de plein d'autres microbes. Et il y a eu une recrudescence après. On l'a vu dans le milieu exactement, hospitalier. parce qu'on s'est probablement affaibli. On a affaibli notre système immunitaire avec cette asepsie-là. Donc, c'est important d'en laisser passer des microbes. Ce qui fait des ravages sur le microbiote intestinal, ce sont les antibiotiques. Quand on prend des antibiotiques parce qu'on a une otite, parce qu'on a une amygdalite pour différentes les antibiotiques vont venir tuer les bactéries qui sont nocives, mais elles vont aussi affecter tout le reste. Bonnes bactéries. Ça rentre dans le tas, ça fait des ravages. C'est comme une petite bombe dans l'intestin. Est-ce qu'il y a une régénérescence après? Il y en a une parce que, il y a encore des petites bactéries qui sont là puis qui vont recommencer à se multiplier, surtout si on leur donne la nourriture dont elles ont besoin pour se multiplier. Puis à ce moment-là, il y a aussi certains probiotiques qui peuvent être utiles pour amener un peu de renfort. Mais ce sont quand même des facteurs qui peuvent influencer le stress, le sommeil, le tabac, l'alcool, l'alimentation en grande partie aussi. Tous ces facteurs-là de notre mode de vie influencent l'état de notre microbiote. Donc, là, on parle de l'influence de notre microbiote, mais est-ce que notre microbiote nous influence? Ah oui, tous les jours, tous les instants. Vous avez parlé de l'humeur, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi? Bien, notre digestion, entre autres, elle est en collaboration avec notre microbiote intestinal, l'humeur, comme je le disais. Puis, ce qui se passe dans l'intestin va aussi amener, par exemple, la production de substances qui sont inflammatoires ou anti-inflammatoires. Et l'inflammation, ça peut se promener partout dans notre corps puis venir compromettre le fonctionnement de certains organes, va peut-être même venir compromettre le bon fonctionnement de notre cerveau ou de nos fonctions cognitives. Donc, entre l'intestin et tous les organes de notre corps, c'est comme une autoroute. Il y a une communication qui s'effectue par le sang, par toute la circulation sanguine, mais aussi par tout le système nerveux. Et donc, ce qui se passe dans notre intestin, ça a des répercussions partout et en retour, ce qui se passe partout dans notre corps est communiqué aussi à notre intestin, donc dans une roue qui tourne là, à l'infini. Dans votre livre, vous parlez aussi de 2 fines couches, de 100 millions de cellules nerveuses, et qu'il y a un dialogue constant entre notre intestin, microbiote, et notre cerveau. Ça a l'air de quoi, ce dialogue-là? Les bactéries vont produire certaines substances, des composés chimiques, on va les appeler comme ça, qui sont des messagers qui vont voyager via soit le sang ou encore le système nerveux pour se rendre au cerveau. C'est comme si le cerveau et l'intestin s'envoyaient des textos continuellement. Aller-retour, et c'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Il y a vraiment une communication bidirectionnelle qui a lieu entre l'intestin et le cerveau toujours, et les bactéries y participent vraiment activement. Puis d'un autre côté, le cerveau, on sait que ça produit aussi plein de messagers chimiques qui vont venir donner de l'information aussi à l'intestin, à nos bactéries. Et par exemple, les hormones que notre cerveau produit vont venir influencer la multiplication de certaines bactéries ou certaines autres bactéries. Et ça, ça influence aussi là, notre santé en retour. On dit que notre microbiote est aussi très sensible à nos émotions. Oui. Donc, on voit le lien, là, axe cerveau et intestin. Donc, la colère, la peine, la tristesse. Oui. De quelle façon? Comment ça se produit? Nos bactéries vont produire plusieurs hormones ou neurotransmetteurs. Puis là, je vais vous en nommer quelques-unes que tout le monde connaît. La sérotonine. Hein? On connaît la sérotonine qui est l'hormone du bien-être, du bonheur. La sérotonine c'est l'hormone où on se sent bien, mais
à long terme. Tu sais, quand on a un problème dépressif, de dépression ou symptômes dépressifs, des antidépresseurs vont venir aider à stabiliser, entre autres, la production de sérotonine. Je sais que c'est un des mécanismes. Je ne suis pas pharmacienne ni médecin, mais la sérotonine est impliquée. Les bactéries produisent cette hormone-là. Il y a aussi la dopamine, qui est plus l'hormone du plaisir, mais immédiat. Quand on a un plaisir à manger un aliment ou à faire un sport ou à recevoir un cadeau ou à se faire plaisir, la dopamine rentre en jeu. Les bactéries sont vraiment sont des productrices, entre autres, de dopamine. Donc, les hormones vont aussi donc influencer notre cerveau en retour. Quand on sécrète de la dopamine ou de la sérotonine, ça influence notre humeur, notre bien-être, notre zénitude. À l'inverse, si on est stressé, il y a le cortisol qui est produit. Le cortisol qui est l'hormone de stress. Et le cortisol va venir affecter les bactéries de notre microbiote intestinal de manière à l'appauvrir, à appauvrir sa diversité. Ça va affaiblir la barrière intestinale de bactéries. Ça va rendre parce que les bactéries, vu qu'elles sont en très, très grand nombre, elles viennent faire une espèce de barrière protectrice à l'intérieur de notre intestin pour s'assurer qu'il n'y a pas de substances dommageables qui passent de notre intestin à notre circulation sanguine. Ça, c'est les fameuses couches, là. Ça, ce sont les fameuses couches. Et les bactéries, en tant que telles, on peut les voir vraiment comme des soldats, vraiment comme une armée là, qui vient se mettre là, devant la paroi intestinale pour protéger, pour dire aux envahisseurs potentiels, vous ne passez pas. Si on affaiblit cette barrière intestinale-là, puis qu'il y a des petites failles qui se créent et que les envahisseurs peuvent rentrer dans la circulation sanguine, ça menace toute notre intégrité, ça menace tout notre corps. On va amener de l'inflammation un peu partout dans notre corps, à notre cerveau aussi. Et c'est là où, par exemple, le stress qui vient nuire au nombre de bactéries qu'on a dans notre intestin, le stress va amener de l'inflammation un petit peu partout. Et en revanche, ce même stress-là, qui paraît être juste émotif au départ, peut se répercuter vraiment en des symptômes physiques aussi sur la santé. Est-ce que c'est ce qu'on appelait la perméabilité ou l'imperméabilité, le leaking gut qu'on appelait en anglais? Oui. Oui, c'est en plein ça parce que la paroi intestinale, elle est, on peut l'imaginer comme si elle était fabriquée de plein de cellules qui sont collées les unes sur les autres. Donc, les soldats, comme tu mentionnes. Les fameux soldats. Et en fait, les soldats vont protéger comme une couche, vraiment un grand tissu de l'intestin. Et on peut l'imaginer comme toutes des pièces de casse-tête les unes à côté des autres. Comme si vous mettez vos deux mains collées une après l'autre avec vos jointures. Mm-hmm. Vous voyez que c'est bien collé. Mais cette jonction-là, si elle est affaiblie, si on la distancie, c'est comme si le ciment entre deux briques était effrité, puis qu'il pouvait y avoir des choses qui rentraient dans la maison. C'est un petit peu ça quand on parle de perméabilité ou de leaking gut. Mais à ce moment-là, on ouvre la porte à toutes sortes de substances qui ne devraient pas rentrer, mais qui rentrent quand même et qui, là, viennent faire des dommages à l'intérieur. On réalise aussi que les gens qui ont des épisodes dépressifs, oui. Ils peuvent avoir des difficultés de digestion et l'inverse aussi. Mais là, tout à l'heure, tu parlais de la poule et l'œuf, ou la cause ou la conséquence. Est-ce qu'on est capable tranquillement de pouvoir faire non seulement un lien, mais de traiter, par exemple, les problèmes de dépression, et ça a un impact sur le microbiote? Ce que l'on sait présentement, c'est que la santé mentale influence le microbiote et qu'à l'inverse, le microbiote va aussi influencer la santé mentale. Et les deux doivent se traiter ensemble. En fait, on doit... Simultanément. Simultanément. C'est sûr que de prendre soin de notre santé mentale et de traiter la dépression, par exemple, probablement que ça va diminuer les symptômes qu'on ressent dans notre système gastro-intestinal aussi. Parce qu'en fait, le lien entre la santé, par exemple, la dépression et vraiment les symptômes physiques qu'on le ressent peuvent s'exprimer de plusieurs façons. Quand on est stressé, notre intestin se met davantage en mouvement. Tu sais, quand on le sait, là, on a tous été stressés, on a tous eu besoin d'aller à la toilette plus souvent que ça aurait dû. Ça, le stress amène ça. Puis, à l'inverse, quand on est plus triste, ça amène l'intestin se modère. Oui, se ralentit. Donc, on a plus peut-être de problèmes de régularité intestinale à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui est lié entre l'émotion et entre le microbiote intestinal. De la même façon,
le cortisol, qui est l'hormone du stress, va venir influencer la digestion, va affecter la production de sucre gastrique, donc directement la digestion. Et ça, ben, si on traite le stress, ben, c'est sûr que ça va aussi aider la digestion. De la même manière, quand on est anxieux ou qu'on est dépressif, on perçoit différemment la douleur ou l'inconfort. Notre niveau de sensibilité est augmenté, est accru, donc on devient plus sensible. C'est comme si on devient à fleur de peau pour un petit peu tout, même des maux physiques qui ne sont pas nécessairement observables d'une manière vraiment là, à un examen physique, mais on va les ressentir davantage. Donc, quand on traite la tête, on traite en même temps le corps et ben, c'est vraiment des traitements qui sont faits, qui vont main dans la main. Est-ce qu'on est capable de faire le lien entre autres, les facteurs de risque modifiables dont on parle par rapport à l'Alzheimer? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, de voir un lien peut-être indirect, pas nécessairement direct, entre notre microbiote et le déclin cognitif. On voit vraiment un impact. En fait, il y a des études qui vraiment se penchent sur le lien entre le microbiote intestinal et la santé cognitive parce qu'avec tout ce qu'on sait présentement sur le fait que les hormones, que les substances que produisent les bactéries vont venir influencer toute la santé, ça a un lien sur la santé du cerveau, sur le développement de maladies neurodégénératives, par exemple, parce que quand il se produit de l'inflammation dans notre intestin, ça ne reste pas dans l'intestin. Ça voyage via notre système nerveux ou le système sanguin. Ça se rend, entre autres, au cerveau. Ça le rend plus vulnérable à développer un malfonctionnement, à vieillir prématurément, à amener de la dégénérescence. Donc, on se rend compte qu'il y a un lien entre le microbiote et, par exemple, l'Alzheimer ou autres maladies de ce type-là. Et parce que cette inflammation-là, ben, à long terme, elle est dommageable. C'est pas quelque chose dont on se rend compte à court terme, mais c'est vraiment sur des années que les problèmes peuvent s'exprimer. Donc, il y a un lien entre les deux. Puis, le microbiote, étant donné qu'il contribue aussi à la digestion, à notre façon d'absorber les nutriments et même à produire certaines vitamines, bien, un microbiote en santé va nous aider à absorber plus de vitamines, plus de nutriments dont on a besoin. Et à l'inverse, bien, si on a des carences, ça peut se répercuter, ça aussi, sur la santé de notre cerveau et sur l'issue à moyen ou long terme de notre santé cognitive. Donc, c'est vraiment de plusieurs manières que ça se répercute, que ça se manifeste. Et je parlais d'inflammation. L'inflammation va venir jouer sur la neuroplasticité, neuroinflammation. Donc, tout ça, vraiment, c'est vraiment à long terme que ça se développe. Mais il y a vraiment un lien. Et c'est pour ça que prendre soin de notre santé par l'intestin, c'est vraiment, à long terme, on se donne des chances. Évidemment, il n'y a pas de relation encore de cause à effet qui sont établies. Ça, je pense que c'est important de le dire. C'est ça qu'on dit qu'il y a un lien indirect. On présume que... Oui, exactement. Puis, les études se penchent encore là-dessus. On a encore besoin d'en savoir davantage, d'étudier les liens, d'étudier les mécanismes. Mais il y a un lien définitif entre la santé mentale et le microbiote intestinal. Puis là, après ça, bien, reste à faire ce qu'on peut faire de mieux pour prendre soin de notre microbiote intestinal pour qu'il prenne soin de nous en retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre microbiote intestinal? Les nourrir avec les aliments qu'elles préfèrent, nos bonnes bactéries. Entre autres, nos bonnes bactéries aiment les aliments végétaux, les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix, les grains entiers. Tous ces aliments-là ont en commun, entre autres, les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires, c'est à peu près la nourriture préférée de nos bactéries. Mais une fibre alimentaire, en fait, il n'existe pas une sorte de fibre alimentaire, il existe plusieurs types de fibres alimentaires. Et c'est pour ça que je nomme tous ces aliments-là, parce qu'encore une fois, la clé est dans la variété. Ça, on le dira jamais assez. La variété est super importante, encore une fois, pour faire un travail d'équipe. Les aliments aussi travaillent en équipe, un peu à l'image de nos bonnes bactéries. Et la variété de fibres alimentaires vont venir nourrir nos bonnes bactéries. Grâce à ces fibres alimentaires-là qu'elles vont digérer, qu'elles vont dégrader, elles vont produire, entre autres, des substances qu'on appelle les acides gras à chaîne courte.
le butyrate, le propionate. On n'est pas obligé de retenir ces noms-là, mais ce qui est important de retenir, c'est que fibre alimentaire égale bonne substance anti-inflammatoire pour notre corps. Parce que ces acides gras à chaîne courte ont des propriétés anti-inflammatoires, pas microbiennes, mais vont aussi contribuer au système immunitaire, donc à nous défendre d'une bonne façon. Donc, c'est pour ça que les aliments végétaux dans notre alimentation sont une priorité absolue. Par les fibres alimentaires, mais par les antioxydants que beaucoup de ces aliments-là contiennent aussi. Ce que j'ai vu aussi, c'est que ça a un impact pour repousser des maladies comme le cancer. Entre autres, parce que nos bactéries vont venir influencer aussi l'expression des gènes. Donc, nos gènes sont là, mais dépendamment de nos habitudes de vie, vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre manière. Et les bactéries ont aussi une influence là-dessus. Donc, c'est vraiment une influence sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies inflammatoires, sur les allergies, sur les cancers possiblement aussi, que le microbiote a un lien. Stéphanie, tout à l'heure, quand tu parlais d'alimentation comme facteur protecteur, chez Lucie, on parle de la diète méditerranéenne. Tout ce que tu décrivais ressemble beaucoup à cette diète-là. Est-ce que tu vois le lien, encore une fois, avec la protection du déclin cognitif? Oui, absolument. Parce qu'avec la diète méditerranéenne, parmi les aliments vedettes, il y a beaucoup de végétaux. Ça, c'est vraiment, ça en fait partie intégrante. Et il y a aussi parmi ça, vraiment, des fruits, les légumes, il y a les grains entiers. Il y a du poisson aussi qui amène des bons gras qui influencent aussi de manière favorable le microbiote intestinal. Donc, la diète méditerranéenne, elle est souvent citée parmi les modèles à suivre pour améliorer ou pour favoriser du moins notre santé mentale, notre santé cognitive. Ça revient dans plusieurs études scientifiques. Parfois, on va nommer aussi la diète traditionnelle japonaise, qui contient aussi beaucoup de végétaux, du poisson également. Donc, ce sont des modèles à suivre. Pas besoin d'être végétarien pour profiter des bienfaits des végétaux, mais d'en mettre souvent à notre menu, par exemple. Ça, c'est sûr qu'on se donne un bon petit coup de pouce. Est-ce qu'on devrait éviter certains aliments pour notre microbiote? Oui, c'est sûr que j'aime pas parler d'aliments à éviter ou de bons ou de mauvais aliments, mais c'est sûr que quand on veut faire plaisir à notre microbiote intestinal, on peut les gâter avec les végétaux et on vient leur nuire un petit peu, surtout avec les aliments transformés ou plutôt ultra transformés qui sont riches en sucre, en gras, en sel, les aliments du fast-food. Parce que ces aliments-là, quand on achète beaucoup d'aliments transformés à l'épicerie, il y a beaucoup d'aliments, d'additifs alimentaires, entre autres. Il y a le sucre, le gras qui sont là en excès, qui vont venir favoriser les fonctions des bactéries qui sont plus nuisibles pour nous, à causer de l'inflammation, entre autres. Fait que quand on mange beaucoup d'aliments transformés, qu'on fait des excès d'alcool aussi, ça vient favoriser des bactéries qui sont un petit peu moins gentilles avec nous. Fait que ça, ce sont des aliments, disons, à manger vraiment avec modération. Le plus on cuisine, le mieux c'est pour notre microbiote intestinal. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas toujours l'envie, pas toujours le temps, on n'a pas toujours les connaissances pour cuisiner, mais on peut faire ça quand même relativement simplement. Cuisiner, c'est toujours une bonne façon de prendre soin de notre microbiote intestinal parce que les divers additifs ou substituts de sucre ou les excès de sucre gras, sel qui se retrouvent dans nos aliments transformés, ça, malheureusement, on se tire un petit peu dans le pied quand on en mange trop. Il y a de cela peut-être une dizaine d'années, lorsque le microbiote était à peu près sur toutes les tribunes, on en parlait partout. Il y a plusieurs produits probiotiques, prébiotiques, yogourts, kéfir qui sont sortis sur le marché. Qu'en pensez-vous? C'est des sujets vraiment indissociables du microbiote intestinal. Parler de probiotiques, de prébiotiques. La différence entre les deux, il n'y a pas juste une lettre dans le mot, c'est que probiotiques, ce sont des micro-organismes qui viennent donner du renfort à notre organisme, qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre santé. Des probiotiques, ce sont vraiment des bactéries ou encore des levures qui ont un rôle qui peuvent nous aider point de vue santé. Les prébiotiques, donc le mot vraiment « pré » vient faire la différence, c'est un petit
petit peu comme de la nourriture ou de l'engrais pour nos probiotiques. Donc, pour nos bonnes bactéries. C'est souvent des fibres alimentaires, les prébiotiques. On a parlé beaucoup d'inuline, entre autres. L'inuline, c'est une sorte de fibre alimentaire qui est extraite de certains aliments, de certains légumes, entre autres, qui vient vraiment là, nourrir des bonnes bactéries pour être encore plus actives, pour être encore plus efficaces, pour nous protéger davantage. Donc, les prébiotiques, c'est ça. Les probiotiques, ce sont des bactéries qui vont venir en renfort, mais qui ne s'installent pas dans notre intestin. Quand on prend des suppléments de probiotiques ou, par exemple, des probiotiques dans les aliments, le yogourt en est un excellent exemple, ça peut venir donner un petit coup de pouce si nos bactéries du microbiote travaillent fort et qui ont besoin d'aide, mais ce sont des bactéries qui sont de passage. Donc, on ne va pas nourrir à long terme, c'est notre microbiote avec ça. Il faut en prendre vraiment tous les jours si on veut que l'effet dure dans le temps. Donc, c'est ce que c'est, les probiotiques et prébiotiques. Et c'est pourquoi ça a été aussi populaire. Et encore maintenant, on entend peut-être un peu moins parler, mais il y a énormément d'études qui sont faites sur les probiotiques et tous les aspects de la recherche essaie de voir comment ça peut contribuer à traiter, à guérir certains problèmes de santé, à prévenir des maladies, par exemple. T'sais, on sait qu'avec les probiotiques, on va, par exemple, prévenir la diarrhée quand on prend des antibiotiques. Ça, c'est très, très bien démontré. La diarrhée qu'on a quand on va en voyage, la fameuse tourista, parce qu'on est en train de chambouler notre microbiote, les probiotiques vont venir aider dans cette situation-là aussi. Donc, c'est encore un sujet qui est actuel, mais quand on parle de notre microbiote intestinal, duquel on veut prendre soin tous les jours, je dirige encore plus vers les aliments qui vont venir nourrir nos bonnes bactéries qui sont déjà là. Stéphanie, depuis de nombreuses années, il y a des recherches, vous venez d'en mentionner quelques-unes. Ce qui doit être complexe, c'est que notre microbiote évolue. On a tous chacun notre microbiote. Et en plus, le nôtre est modifié selon ce que l'on mange, si on prend des antibiotiques. Donc, comment pouvons-nous, comment la recherche peut avancer dans un domaine qui est aussi complexe et d'en arriver avec des conclusions plus précises? J'imagine que c'est pour ça que depuis quelques années, on en entend parler, mais peut-être un peu moins. C'est que les 100 000 milliards de bactéries qu'on a, là-dedans, il y a des milliers de sortes de bactéries différentes. Donc, ça fait déjà beaucoup de variétés à analyser. Et on sait qu'un microbiote sain, c'est un microbiote qui est varié, qui est vraiment diversifié et qui contient vraiment une grande quantité de bactéries. Mais maintenant, un microbiote équilibré, pour moi, c'est pas exactement la même chose que pour vous ou que pour un voisin ou pour un ami. On a tous, chacun un peu notre empreinte. Comme si c'était des empreintes digitales, on a un microbiote intestinal qui est personnalisé pour chacun de nous. Et il change parce que notre alimentation va le faire changer. Comme vous l'avez dit, notre sommeil, notre stress, les antibiotiques qu'on va prendre, tout ça va le faire changer. Donc, c'est sûr que les recherches essaient de tenir compte de certains paramètres qui sont stables ou du moins qu'on revoit d'un microbiote sain ou plutôt d'un sujet sain, parce qu'à ce moment-là, on va parler de la personne. On va étudier son microbiote, on va dire, OK, chaque personne qui est en santé plutôt, ce qu'on remarque dans son microbiote, c'est qu'il y a telle famille de bactéries qui sont très présentes. Et cette famille-là de bactéries, on la retrouve plus quand les gens sont malades, par exemple. Donc, on est capable de faire des grands classements, des grandes catégories, mais effectivement, notre microbiote est appelé à changer de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, c'est sûr que pour tirer des conclusions, des causes à effet et tout ça, ça prend des études et encore des études. Écoute, pour terminer, ce serait quoi un bon repas pour toi comme nutritionniste scientifique pour que notre microbiote soit heureux, joyeux, un repas réconfortant et à la fois économique? Ce serait quoi? Ces jours-ci, vu qu'il fait froid, j'aime beaucoup les mets chauds. Tu sais, un chili végétarien, par exemple, une soupe aux légumes, un potage. Donc,
là où les légumes sont vraiment en vedette, là où je vais peut-être mettre des légumineuses aussi. J'aime beaucoup broyer des légumineuses dans mes potages. Des haricots blancs, par exemple, qui se broient dans mon potage, ça devient un potage repas. Donc, ça peut être très économique parce que j'utilise les légumes du moment, peut-être les légumes racines, les légumes du Québec qui sont les moins chers. Donc, ça fait des repas que notre microbiote adore, que notre portefeuille aime bien aussi. Donc, ça, c'est vraiment des repas que je suggère. Mais je dirais que encore une fois, de manger différemment aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, c'est un petit peu ça qui est gagnant aussi parce que comme ça, on vient satisfaire toutes les bonnes bactéries qu'on a dans notre intestin. Et merci beaucoup, Stéphanie. J'ai commencé cet entretien en disant que c'était un monde fascinant. Écoute, on va vous réinviter dans quelques années. On va s'en reparler avec plaisir. Merci. Alors, décidément, le microbiote ne cesse de nous épater, la communauté scientifique encore. Beaucoup à découvrir. Stéphanie Côté, notre invitée, a bien mis en lumière le rôle de la saine alimentation pour favoriser la santé de nos bonnes bactéries et la nôtre. Si vous souhaitez un coup de pouce pour améliorer vos habitudes alimentaires, je vous invite à découvrir le programme Lucie, dont j'ai parlé tout à l'heure, développé par la même équipe qui est derrière le balado La Force de l'âge. À travers une plateforme en ligne, Lucie vous permet de faire le bilan de vos habitudes alimentaires, un petit pas à la fois. Une équipe de conseillers et conseillères en saines habitudes de vie peut vous accompagner par des rencontres virtuelles afin de créer un plan d'action motivant. Et le plus beau, eh bien, c'est gratuit. Pour accéder à la plateforme, rendez-vous luciapp.ca, luciapp.ca. Prenez soin de vous et à très bientôt. La Force de l'âge est un balado produit et réalisé par Lucilab. À l'animation, Sylvie Bernier. À la technique, Charles-Antoine Chevary. Au montage, Julien Charbonneau. La musique originale a été composée par Timur Leng. Merci à toute l'équipe et à vous, cher public. Et gardez ça en tête, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. Si vous souhaitez améliorer vos habitudes de vie, rendez-vous à luciapp.ca, luciapp.ca. À bientôt.